Le 30 avril 2026, à Aix-en-Provence, Solarlux, le spécialiste allemand des solutions vitrées pour l'architecture, accueillait la 8e édition des Matinées de l'intégration. Un rendez-vous consacré aux évolutions technologiques qui transforment les espaces tertiaires et les bâtiments connectés. Au programme, GTB, décret BAC et intelligence artificielle, 3 leviers désormais incontournables pour améliorer l'efficacité énergétique, le pilotage des équipements techniques et le confort des occupants dans les bâtiments tertiaires. Intitulé GTB et décret BAC, vers une nouvelle génération de bâtiments pilotés, la première table ronde s'est penchée sur les nouvelles exigences du décret BAC et sur leur impact pour les gestionnaires de bâtiments, les exploitants et les intégrateurs. Bonjour à tous, Manuel Romera, je suis le directeur pour MDT pour la France. Et tout d'abord, je tenais aussi à te remercier, Daniel, puisque avant toute chose, il y a aussi une histoire d'amitié. Autant de remerciements. Donc très rapidement, MDT, nous sommes un fabricant de solutions KNX. Et donc aujourd'hui, à travers cette table ronde, on aura certainement l'occasion de parler à la fois de notre vision du marché français, des solutions, et comment MDT se positionne aujourd'hui en France. Très bien, merci. Olivier. Je suis Olivier Leblanc, le président de Adesto Ingénierie, donc maîtrise d'œuvre dans les lots fluides, CVC, électricité et smart building. Voilà, tout simplement. Donc, on intervient après auprès des clients dans le conseil, notamment. Et Aurélien. Bonjour à tous, Aurélien Hilaire-Felzon, intégrateur depuis une petite vingtaine d'années à la région lyonnaise, président de la société Adel SBS et représentant du collège intégrateur KNX France. Voilà, on œuvre au niveau du collège pour démocratiser le KNX et faire en sorte que ça devienne un peu la colonne vertébrale de nos bâtiments intelligents pour pouvoir interconnecter tous les produits qu'on doit piloter. Voilà. Très bien. Donc je suis content parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, hein. Ils viennent de Lyon, ils se lèvent à 5h du matin ce matin. Oui, tu es parti à 5h du matin. Ouais. Il y a des gens de Montpellier, des gens de Paris. Merci Ève. Donc c'est très bien et j'espère qu'on va passer un bon moment. Donc en effet, là, on a 3 interlocuteurs avec des rôles différents dans le smart building. Hein. On a un intégrateur, un bureau d'études et un industriel. Ça va nous permettre d'échanger avec eux sur le décret BAX et la GTB en général. Alors en effet, le décret BAX, tout le monde en parle, on en fait tous, plus ou moins proches, mais on s'est dit aujourd'hui, ça serait bien de faire un petit point sur où on en est sur ce marché du décret BAX, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le rôle de chaque acteur et comment ça se présente réellement sur le terrain aujourd'hui. Donc je vais poser une première question à Olivier. Juste pour nous faire une petite synthèse de l'histoire du décret BAC et où on en est aujourd'hui. Alors, le décret BAC, bien sûr, est une réglementation française qui est née de directives européennes bien avant. L'objectif aujourd'hui, pour tous les bâtiments qui sont tertiaires, dont on compte des puissances en fait, nominales supérieures à 290 kW et 70 kW, c'est d'être équipé d'un système qu'ils appellent le système BAC, donc plus communément une GTB, pour le pilotage de ces bâtiments. Donc les échéances pour les bâtiments tertiaires qui sont plus de 290 kW, c'est toujours le 1er janvier 2025. Pour les bâtiments d'une puissance de 70 kW, on est sur une date à 2030, qui était à l'origine à 2027, qui a été repoussée à 2030. Voilà.
Donc les deux grandes dates à retenir, c'est 2025, donc aujourd'hui, c'est déjà passé d'ailleurs, et 2030 pour les bâtiments inférieurs à 290 kW et supérieurs à 70 kW. Aujourd'hui, le décret BAC, comment tu ressens les maîtres d'ouvrage, les clients? Est-ce qu'ils intègrent ça? Est-ce que c'est un fou problème pour eux? Est-ce que... Réglementation, hein, déjà, donc il y a différentes typologies de clients, hein, des groupes, des plus petits, où la réglementation est importante pour eux, donc ils l'intègrent forcément. D'autres qui ont bien compris qu'en fait le décret BAC c'est une obligation de moyens qu'on peut pas opposer mais qu'on peut complémenter par le décret tertiaire qui est aussi de la réglementation et qui impose bien sûr des économies d'énergie à tous les bâtiments tertiaires aujourd'hui. Et donc indirectement le décret BAC, la réglementation BAC vient en complément de ces décrets tertiaires puisque c'est une obligation de moyens. Donc pour faire des économies dans le cadre du décret tertiaire qui oblige donc tous les propriétaires je le rappelle, d'une surface supérieure à 1000 m². Mais le décret BAC, c'est un moyen pour y parvenir. Donc, il y a aussi forcément, du coup, un lien entre les deux. Et les clients, ils sont assez sensibles voilà, pour différentes raisons. Pour ces raisons-là, pour les raisons, ça peut être pour la raison RSE, ça peut être pour tout un tas de raisons, mais petit à petit, ça rentre dans les habitudes des clients et ça devient bien sûr obligatoire aujourd'hui pour toutes les nouvelles constructions, bien sûr. Entre les clients, les collectivités, les maîtrises d'ouvrage publiques et les maîtrises d'ouvrage privées, tu vois une différence d'approche? Les gens sont plus réactifs et plus attentifs dans le privé que dans le... Oui, on pourrait dire que le privé est peut-être un poil plus réactif, peut-être, et encore parce que l'argent public, dans le public, donc c'est pas leur argent, donc il y a différents niveaux, voilà. Mais comme ça devient, je dirais que les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc c'est vrai que des fois le public n'intègre pas forcément la réglementation BAC, donc il faut souvent aller leur rappeler cette réglementation, et puis il n'y en a pas qu'une à leur niveau, donc c'est sensiblement égal avec plus ou moins de sensibilité suivant vraiment suivant les interlocuteurs qu'on a en face, en fait. Et quelles sont les difficultés pour un bureau d'études vis-à-vis du BAC et vis-à-vis du besoin du maître d'ouvrage? C'est quoi? C'est plutôt le choix technologique? Ils attendent quoi? Du suivi de performance? Quel est le facteur qui fait qu'ils passent le cap et qu'ils vont intégrer du BAC dans leur bâtiment? C'est toujours l'obligation, pareil. Nous, il faut que la difficulté qu'on a, c'est de composer surtout avec les budgets, parce que ça représente quand même certainement des budgets à mettre en œuvre. Et donc c'est un petit peu ce qui décide voilà, la mise en œuvre par les clients de cette réglementation, même s'il y a quand même quelques garde-fous, puisque on peut faire des estimations budgétaires de cette mise en place de systèmes BACS. Et en fait, dans la réglementation, il est bien indiqué que s'il y a des ROI qui sont supérieurs à 10 ans, alors les clients peuvent s'en passer. Donc ça, c'est quand même indiqué. Mais en règle générale, c'est souvent une affaire de budget et ils sont assez sensibles à installer des décrets BAC. Mais ils ont bien compris que c'était un moyen de pouvoir faire des économies d'énergie dans tous les cas, avec les moyens qu'ils ont, effectivement. Mais voilà, ils sont toujours en train à faire soit le décret BAC, soit une partie des décrets BAC, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ils ne remettent pas en cause l'ensemble de leur installation. Ils vont essayer, à partir de l'installation existante, d'adapter, de rajouter des fonctionnalités, des outils de gestion d'analyse de performance. On aura la deuxième table ronde qui sera très intéressante à ce sujet. Juste, donc, Aurélien, toi, en tant qu'intégrateur, le décret BAC, la GTB, aujourd'hui, les clients, comment ils perçoivent ça? Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai une clientèle essentiellement privée, donc c'est vrai que je fais pas de public. Généralement, au début, c'est pris comme une contrainte. C'est pris comme une contrainte de coût, de technique, qui ne voit pas forcément l'intérêt. Quand on commence à expliquer qu'on va pouvoir effectivement faire de l'économie d'énergie, ça leur parle. Les soucis rencontrés souvent, c'est que l'intégrateur est appelé un poil trop tard. Et le problème, c'est quand on arrive un poil trop tard, il y a déjà des appels d'offres qui ont été faits, on a déjà diffusé des CCTP avec des solutions des fois qui ne sont pas interconnectables. Excuse-moi, mais ça fait 30 ans que les intégrateurs ils sont en retard. Oui, mais ça serait bien qu'on arrive à l'heure en fait. Ça serait quand même agréable. Le problème, c'est qu'on ne prend pas au bon moment. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne prend pas au bon moment et ça génère plein de choses derrière. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des difficultés au tout démarrage du chantier parce qu'on doit revoir les solutions ou alors adapter ce qui a été chiffré parce que forcément, les entreprises n'ont pas modifié leur chiffrage au dernier moment une fois que c'est signé. On se retrouve avec un bâtiment souvent qui a une pérennité toute relative.
avec des risques de panne qui sont importants, une maintenance qui va être plus compliquée aussi, et finalement un bâtiment pour l'exploitant qui va devenir une usine à gaz. Je pense qu'on est, pour beaucoup d'intégrateurs, intervenus sur des bâtiments où on nous explique vous avez ce PC au fond du local technique, c'est lui qui gère le système. On n'a pas les codes, on ne sait pas, on l'a jamais ouvert. Il est bien, il prend la poussière ici. Mais c'est vrai que les services de maintenance, au bout d'un moment, en fait, arrêtent. Tout simplement, mettre tout en manuel, parce que le système a été mal dimensionné au départ, il n'est pas simple d'utilisation pour l'exploitant, et on se retrouve avec des plaintes des utilisateurs, c'est pas confortable. Donc une plainte, deux plaintes, trois plaintes, quand ça arrive toutes les semaines, au bout d'un moment, les services techniques en fait coupent tout et régulent en manuel. Et c'est là où en fait la perte d'économie est énorme en fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail de communication à faire auprès des donneurs d'ordre, auprès des bureaux d'études aussi, des architectes, pour qu'ils puissent intégrer cette partie-là. Et je vois que dans le privé, on a des bureaux d'études qui l'intègrent, et plutôt correctement, mais on en a quand même encore beaucoup qui ne le pensent pas au départ, voire qui ne le prévoient pas du tout. D'accord. Toi, tu as des clients privés, donc en effet, ces clients, quand ils te sollicitent pour qu'est-ce qu'ils mettent en avant quand ils te sollicitent? Qu'est-ce qui fait qu'ils passent ce cap? Il y a une notion d'économie d'énergie souvent, mais qui est pas, où ils n'ont pas forcément en tête le décret Bax du tout. C'est qu'ils ont un bâtiment qui est important, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont des notes d'électricité, de gaz, de fuel qui sont énormes, et ils se disent on fait une rénovation ou alors on crée un nouveau bâtiment, on aimerait éviter d'avoir ces problèmes-là qu'on a eu pendant des années. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est vraiment pour le côté économie d'énergie et pas la réglementation qui... Moi, la réglementation, c'est pas ce qui vient en premier, en tout cas chez les clients privés de petits tertiaires, on va dire jusqu'à 3000 m², 3000, 4000 m² de surface, donc on n'est pas sur des très très gros. C'est souvent, oui, effectivement, l'économie, c'est de se dire on consomme beaucoup, est-ce qu'on peut réguler un petit peu mieux? On se rend compte qu'on a des salles de réunion qui sont climatisées toute l'année, est-ce que c'est utile alors qu'on les utilise 3 fois dans la semaine? Donc ça commence par là, et après on arrive doucement à expliquer qu'on peut gérer les choses un peu différemment et faire un ensemble, quoi. Est-ce que dans ton rôle d'intégrateur, le décret Bax t'a mis un peu en avant auprès de tes clients? Est-ce que c'est quelque chose qui a amélioré ta relation avec le client et qu'il a perçu un peu mieux ce que tu allais lui apporter? J'ai beaucoup plus l'impression d'être un sachant pour le coup, et d'apporter une vraie solution. Donc oui, en soi, ça aide beaucoup. Mais c'est vrai qu'on se confronte, j'ai eu le cas il y a quelques mois, à une confrontation avec un bureau d'études qui n'avait pas intégré du tout de solution de gestion sur une extension de bâtiment de 1000 m². On avait déjà 3000 m² en place. On avait plus de 70 kW de chauffage. Donc voilà, on tombait pile poil dedans. Rien n'avait été intégré sur l'extension du bâtiment. Par chance, c'était un client de longue date, donc on a pu discuter, on a pu expliquer les choses. Et quand le client et l'architecte sont allés vers le bureau d'études pour lui dire on a un problème, là il nous manque des choses, on arrive aux échéances, donc on sera obligé de s'y conformer. Et si on doit faire ces travaux-là après la création du bâtiment, ou 1 an ou 2 ans après la création du bâtiment, c'est un peu bête. Et là, ça a été une confrontation vraiment frontale oui, on va intégrer des choses. Mais le CCTP a été compliqué. On reviendra après sur tout ça. Je voulais poser une question à Manuel. Alors toi, chez MDT, vous êtes des fournisseurs de solutions, d'accord? Vous êtes un peu marginal en France encore? Ça fait quelques années, 2-3 ans que vous êtes en France, où vous travaillez pour développer ça. Donc comment tu perçois? Aujourd'hui, et dans la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir le décret Bax, évidemment, MDT est une entreprise allemande qui a 40 ans d'existence, même plus 42 cette année. Nous sommes fabricants de produits KNX. Et j'insiste bien sur le mot produit. Et aujourd'hui, effectivement, la tendance, elle est d'aller plus vers les solutions. Notamment dans ce que tu disais, Aurélien. Et je crois qu'il y a un défi aussi de formation, d'information, surtout auprès des bureaux d'études. Et je ferai un parallèle avec ce qui existe en Allemagne, puisqu'aujourd'hui, le décret Bax est issu d'une directive européenne de 2013, qui, en fait, vise à augmenter la performance énergétique des bâtiments. C'est bien ça. Qui a été transposé en France, dans ce qu'on appelle le décret Bax et les décrets tertiaires. Et d'ailleurs, Bax veut dire Building Automation Control Systems, qui décrit effectivement... C'est pas d'allemand, ça. C'est pas d'allemand, heureusement. Et donc, en fait, il faut savoir qu'en Allemagne, il n'y a pas l'équivalent du décret Bax. Les Allemands ont une approche plus, on va dire, pragmatique et industrielle, notamment liée aux économies d'énergie, qui est en fait le principal thème
et encore plus aujourd'hui dans une période où la ressource énergétique devient très chère. Donc, je dirais que ce besoin, ce souci d'économie d'énergie s'est imposé de lui-même en Allemagne. Oui, le contexte économique et voilà. énergétique en Allemagne est différent de la France. Il est différent. On a nos centrales nucléaires, nous. Hein. En Allemagne, c'est un peu plus compliqué pour eux. Ça. Donc, en effet, l'actualité montre qu'aujourd'hui, ils ont... Mais ça date pas d'aujourd'hui, en fait. Oui, ça a toujours été dans cet état d'esprit. Et donc, en fait, pour en revenir à MDT, oui, effectivement, notre processus de développement produit s'est toujours appuyé pour fournir des produits basés sur la technologie KNX, puisque c'est notre ADN aujourd'hui en tant qu'entreprise. Nous ne faisons que des produits KNX, parce que nous croyons je dirais à la fois dans la performance du protocole. C'est un protocole qui est réellement adapté aux besoins du bâtiment. C'est pas un protocole industriel qui a été, on va dire, transposé dans l'univers du bâtiment. C'est un protocole ouvert, c'est un protocole multifabricant, et donc nous croyons en fait dans le développement de ces technologies pour arriver aux objectifs tels qu'ils sont imposés dans le décret tertiaire par le biais du décret BACS. Donc aujourd'hui, pour revenir un petit peu à la France, effectivement, je pense qu'il y a un déficit d'information sur ce qu'est à la fois KNX. La difficulté vient peut-être du fait qu'on a deux lots, aujourd'hui le lot CVC et le lot électricité, et que dès qu'il s'agit aujourd'hui de mettre en place des solutions building automation, aujourd'hui, des fois on se trouve entre les deux. Et bien souvent, c'est notamment ce que tu soulignais, Aurélien, c'est le résultat de CCTP qui sont pas tout à fait adaptés à la fois la promotion de ce type de solution, alors qu'en fin de compte, une fois qu'on a convaincu le maître d'œuvre, une fois que ces solutions ont été implémentées, quand on voit les ROI, ils sont tout à fait aujourd'hui convaincus. Et malheureusement, on a encore en fait à faire ce travail de promotion. Alors dans un bâtiment aujourd'hui, quand on aborde un projet de GTB, on parle de KNX. Aujourd'hui, je suis neutre dans l'histoire. Il y a du BACnet, il y a du Modbus, il y a du MBus. On retrouve différents protocoles, et c'est ce qui fait qu'un bâtiment, dans sa globalité, arrive à relever toutes les fonctionnalités et tous les services et solutions qu'on peut avoir. Avec le décret BAC, je pense, vous allez me dire, c'est une question pour tous les trois, pour vous aussi public, c'est que on est passé d'une notion de produit à une notion de solution. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Et pour vous, qu'est-ce que ça change dans l'approche que vous avez dans vos métiers différents sur l'approche d'un projet ? Qu'est-ce qui change par rapport à la fait de vendre un produit par rapport à une solution ? Je pense qu'aujourd'hui, le fait de passer en solution, ça permet de proposer une solution multimarque sans être forcément bloqué chez un constructeur. Quand on vendait du produit, c'était en tout cas sur les CCTP qui pouvaient être présentés, on vendait le produit d'une marque qui était définie pour telle utilisation, qui avait potentiellement des possibilités d'interconnectivité, mais qui étaient des fois limitées, et surtout l'évolution dans le temps était compliquée. Aujourd'hui, la solution, on va la penser beaucoup plus globale, avec une vraie interopérabilité entre tous les systèmes. Et donc se dire qu'aujourd'hui, on développe un bâtiment, on le fait fonctionner, on a une installation pérenne qui est maintenue correctement, qui peut durer dans le temps, et dans 10 ans, dans 15 ans, on fait un agrandissement pour X raisons, on va pouvoir se connecter sur le système existant sans proposer une nouvelle solution, un nouveau système à maintenir. On reste sur quelque chose de global. Et c'est vrai que le KNX, forcément, je suis un peu partisan. Aujourd'hui, le KNX permet d'avoir effectivement, comme je disais tout à l'heure, une colonne vertébrale, un bus terrain qui est fiable, qui fonctionne aussi bien sur une paire torsadée que sur de l'IP, qui accepte de la longueur, qui est robuste et qui permet de s'interconnecter avec du Modbus, avec du BACnet, avec du LoRa, du MBus. Et c'est vrai que pour le coup, on arrive à interconnecter relativement facilement tous les appareils qui nécessitent de remonter sur un dashboard. Tu as relevé une notion qui est importante dans le décret BAC, c'est le suivi des installations. Oui. D'accord. Ça, c'est écrit dans le décret BAC, c'est une notion de suivi obligatoire des installations une fois qu'elles ont été réalisées. Mais le suivi, il est indispensable. On est d'accord. On est d'accord. Le suivi est indispensable. On a toujours le même problème du maître d'ouvrage qui n'a plus les moyens de pouvoir payer un contrat de maintenance. Il ne se rend pas compte que cette économie qui fait immédiate, il la perd parce que l'installation n'étant pas suffisamment maintenue, en termes de performance, elle va perdre en performance, donc en énergie et donc en service aussi pour ceux qui vivent dans le bâtiment. Il y a ça, il y a aussi
des fois, c'est pas forcément un souhait de pas maintenir, c'est une complexité d'accès à l'information. C'est de savoir qu'est-ce qui est en panne, qu'est-ce qui va tomber en panne, qu'est-ce qui pose problème, ne pas se rendre compte qu'on a des sondes qui commencent à envoyer des informations qui sont pas tout à fait clean, ça peut poser problème. Et effectivement, si on a quelque chose qui est très centralisé sur un poste où il y a un seul technicien qui est capable de le gérer, où on n'a pas cette notion d'aller vérifier ou d'avoir quelque chose de régulier pour vérifier le fonctionnement d'installation, on arrive avec des fois des pannes qui ont 2, 3, 4 ans, qui sont là. On a des problèmes de régulation, personne ne s'en rend trop compte, ou alors ça a été chanté depuis longtemps. Et là, on se retrouve en fait avec des installations à récupérer qui sont extrêmement compliquées. Ouais. Olivier? Juste pour répondre à la question, le bureau d'études en général, on raisonne de par notre essence sur la solution, puisqu'on est en conception. Donc en conception, on doit prendre en compte tout un tas de paramètres de bâtiments qui soient existants, qui a déjà, et peut-être une partie de régulation, donc faire avec des protocoles qui sont là, qui sont existants, donc essayer de mixer des produits qui sont déjà là avec d'autres solutions, enfin avec d'autres produits pour effectivement arriver en fait aux services et aux fonctionnalités qui sont demandées dans le cadre de la réglementation. Donc normalement, je dirais que le bureau d'études raisonne solution avec à l'aide justement des produits qui sont mis à sa disposition, bien sûr, et des produits qui sont peut-être existants dans le cadre de rénovation de bâtiments. Oui, je voulais juste rajouter une chose. Effectivement, tu as mentionné tous les différents protocoles qui peuvent exister. En fait, de mon point de vue, il n'y a pas lieu de les opposer. Bien au contraire. Bien au contraire. KNX est un système ouvert. Par le biais de passerelles, on peut s'interconnecter sur Modbus, sur BACnet et autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'intégrateur a vraiment un rôle central et absolument clé dans le fait que le bâtiment intègre différentes solutions, comme tu le relevais, Olivier. Mais voilà, c'est votre valeur ajoutée qui fait qu'à la fois le bâtiment va être bien conçu, et surtout bien maintenu sur le long terme pour atteindre les objectifs, notamment de ROI. Dans les expériences que vous avez chacun, qui est responsable de la performance d'un bâtiment une fois qu'une installation est faite, d'après vous? C'est qui? L'industriel qui a fourni un produit qui ne marche pas ou un problème, l'intégrateur qui a mal intégré, le bureau d'études qui a mal conçu. Qu'est-ce que vous rencontrez aujourd'hui? Qui est mis en cause quand il y a un problème? Comment ça se passe? Chacun a sa responsabilité. Après, c'est le plus compliqué, c'est de déterminer justement la problématique, la raison. Voilà. Est-ce qu'effectivement c'est une mauvaise conception? Est-ce que c'est un produit défaillant? Est-ce que c'est une mise en œuvre de l'intégrateur qui a mal été réalisée? Est-ce que c'est l'exploitation aussi? Ça peut être tout simplement ça. Est-ce que c'est, vu qu'on touche des domaines aussi, des lots techniques qui sont la CVC, l'électricité, est-ce que ce ne sont pas des installateurs qui ont mal réalisé leur travail, puisque aujourd'hui, un système BAC ou une GTB n'est pas là pour résoudre les problèmes d'installation hydraulique, par exemple. Voilà. Donc tout ça, c'est à déterminer et c'est au cas par cas. En tant qu'intégrateur, je suppose que tu as subi des choses qu'on a déjà nous subies. C'est savoir dépendre d'un réseau de la DSI qu'on ne maîtrise pas, non ? Par exemple, c'est vrai que ça peut être un des problèmes. Après, je pense que la responsabilité, elle est effectivement un peu plus globale parce que l'industriel fournit un produit. Si le produit qui est fourni n'est pas probant sur ce qu'on doit piloter, effectivement, là il y a un problème. Mais le problème, il vient effectivement là de la prescription, qui est peut-être pas forcément la bonne. Après, je te rejoins, il peut y avoir des problèmes d'intégration, tout simplement, de mauvaise configuration. Et il y a aussi l'exploitant. Je pense que l'exploitant, on lui donne pas forcément beaucoup de responsabilités alors qu'il en a quand même beaucoup. C'est quand même c'est lui qui est là au quotidien, c'est lui qui est en charge de faire les maintenances. Et à un moment, s'il assure pas aussi son job de ce côté-là, c'est compliqué. Après, il y a toute l'histoire de la formation. C'est-à-dire qu'on livre un bâtiment, si on le livre et qu'on part en courant, c'est un petit peu compliqué pour envisager la maintenance et comprendre le fonctionnement du bâtiment. Donc je pense qu'il faudrait aujourd'hui en tout cas intégrer les intégrateurs dès le départ des projets pour qu'on puisse vraiment trouver la bonne solution par rapport au bâtiment avec les bons produits qui permettent de générer une vraie solution globale et arriver à intégrer aussi le client dedans, que ce soit pas juste un caillou dans sa chaussure, que ce soit un vrai trio en fait avec la prescription, l'intégrateur, le client et qu'on puisse développer un bâtiment qui tient la route. Et pareil en rénovation. C'est-à-dire qu'il y ait des audits qui soient faits, qui soient bien faits et qu'on trouve les bonnes solutions. Aujourd'hui, en tant qu'intégrateur, tu es sollicité par des maîtrises d'œuvre pour participer à l'élaboration de la conception d'installation? Rarement au bon moment.
Rarement au bon moment. Ça reste encore un problème. Hein, ça. En fait, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on arrive souvent un poil trop tard. Et c'est le poil trop tard qui fait qu'on a des problèmes derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez l'architecte qui va faire appel à un bureau d'études. Si le bureau d'études ne dit pas tout de suite il nous faut un intégrateur parce que ce bâtiment-là, il va nécessiter un intégrateur, mais en fait, il n'est pas mis dedans, donc il est appelé effectivement trop tard. Et s'il a été pensé au début, on lance déjà les appels d'offres pour les intégrateurs, donc on perd en fait du temps qu'ils n'ont pas envie de perdre. C'est-à-dire qu'il faut déjà trouver l'intégrateur avant de réaliser les CCTP qui tiennent la route pour pouvoir faire l'appel d'offres final des installateurs. Et en fait, ce temps-là, aujourd'hui, on l'a pas, ou en tout cas, on le veut pas. Parce que les clients veulent aller vite. Mais la réalité, c'est qu'on devrait avoir architecte, bureau d'études, l'appel d'offres intégrateur, ou alors l'intégrateur courant qui a l'habitude de travailler avec le bureau d'études, pour pouvoir développer la solution en collaboration, et derrière présenter des CCTP qui tiennent la route. Est-ce que c'est déjà arrivé, pour Olivier et Aurélien, est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser de faire un dossier parce que la demande et l'objectif du client, en termes de budget, étaient en inéquation, je vais y arriver, avec la conception ou l'installation qui devait être réalisée. Le budget est trop important et il voulait... Budget, moi pas forcément. J'ai refusé de faire des projets parce que j'avais des CCTP qui étaient sans queue ni tête. J'ai clairement refusé. On pouvait pas fonctionner et il n'y avait pas de discussion possible. Fallait faire avec ce qui était proposé. Ça avait déjà été budgétisé par l'économiste. On restait là-dedans. Donc on pouvait pas ajouter de nouvelles solutions ou même les remplacer, même si on était sur le même coût. On pouvait pas remplacer. C'était comme ça, c'est pas autrement, quoi. En maîtrise d'œuvre, tu as eu déjà des dossiers où le client te demandait des choses qui étaient complètement absurdes par rapport à la réalité de ce qu'il fallait faire? Absurde, non, sachant que dans nos phases de conception, on donne souvent un budget par rapport à une solution. Donc c'est plutôt lui qui dit stop, hein, si des fois ça ne rentre pas dans son budget. Et encore que, on essaye de proposer des solutions pour faire un peu de ce que je pourrais appeler de l'hybridation, essayer d'atteindre au maximum les objectifs fixés. Tout dans un périmètre de son budget, et sachant qu'elles ne seront pas atteintes et qu'elles pourront l'être, puisque une GTB, c'est aussi évolutif. Donc, ça peut être mis sur plusieurs dans le temps, quoi. Voilà, c'est un financement sur plusieurs années. Donc, on essaye de trouver des solutions par rapport à ça. Donc, effectivement, moi, ça ne m'est jamais arrivé de refuser quelque chose. On a toujours réussi, par le dialogue, à trouver des solutions. Manuel, toi, en tant qu'industriel, quand tu entends les difficultés qu'on peut rencontrer aussi bien en conception qu'en intégration, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour accompagner ces projets, accompagner les acteurs? Dans ce que évoquait Aurélien, nous aussi on est confrontés à ce type de problématiques, notamment quand le cadre budgétaire est contraint. Donc forcément, notre accompagnement vis-à-vis de l'intégrateur, c'est d'essayer de trouver des solutions. Évidemment, sans pour autant tomber dans ce qu'on appelle des usines à gaz, puisque ce sera au détriment de la performance du projet. Donc aujourd'hui, finalement, le fait de revenir sur une solution telle que KNX, encore une fois, je reviens dessus, mais c'est aujourd'hui notre cheval de bataille, quoi. C'est aujourd'hui faire en sorte que dans des CCTP qui des fois sont mal faits, mal décrits, de faire en sorte de convaincre le bureau d'études, effectivement, et de l'accompagner avec l'intégrateur. Nous, en fait, l'intégrateur, c'est notre partenaire privilégié dans cette démarche-là. Donc, on l'accompagne avec, je dirais, toute la connaissance que l'on a de nos produits, de nos solutions. Ça, c'est notre engagement. Et de faire en sorte qu'on réalise une offre packagée commune, mais qui tienne la route, finalement. Tu parlais de responsabilité tout à l'heure. Le fabricant en a une aussi. Dans la recommandation de ses produits, dans la performance et dans ce qu'on appelle aujourd'hui, sans vouloir tomber dans du slogan marketing comme Bax Ready, mais oui, en fait, aujourd'hui, on a une collection de produits qui peuvent contribuer à l'atteinte de cet objectif. Mais c'est avec la collaboration, avec l'intégrateur. Pour moi, c'est la clé du succès aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous avez du back-office pour aider les intégrateurs et les bureaux d'études pour élaborer et réfléchir à des solutions. Et c'est même notre engagement aujourd'hui. Effectivement, on ne peut pas aujourd'hui simplement se décréter fabricant de solutions sans apporter l'accompagnement technique qui va avec.
Ça, c'est très important et on le subit tous. Il y a plusieurs industriels dans la salle. Et en effet, ce qui est très important pour nous quand on voit ces industriels, c'est d'avoir un back-office pour pouvoir s'appuyer sur eux, hein, parce que les produits évoluent, les versions arrivent sur le marché, et aussi bien en tant que maîtrise d'œuvre, en termes de fonctionnalité, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce produit, qu'un intégrateur, lorsqu'il se retrouve sur le terrain à vouloir mettre en place une version qui n'est plus la bonne parce qu'elle a changé. Le back-office pour les intégrateurs, pour la maîtrise d'œuvre et le client final, parce que c'est lui qui en subit les conséquences, est très important. Est-ce que, d'après toi, Olivier, ne pas prévoir de GTB dans un bâtiment tertiaire neuf, c'est une hérésie ou... En termes d'économie d'énergie, en termes de pilotage, en termes d'exploitation, enfin, tous les avantages sont là. Bien sûr, avec toujours la problématique du budget, évidemment. Mais je veux dire, le budget d'une GTB dans une opération immobilière, je pense que c'est quelque chose qui est absorbable aujourd'hui. Donc, pour moi, effectivement, c'est inconcevable, et pas que pour moi, et d'ailleurs pour tous les pouvoirs publics. Hein. Aujourd'hui, un bâtiment, dans les réglementations, doit se faire sans pilotage. Après, effectivement, voilà, on vient d'en parler, il y a des pilotages plus ou moins bien réalisés, plus bien conçus, plus ou moins exploités, mais il faut qu'il y ait un pilotage. On a parlé d'interopérabilité. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est réel sur le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à rendre interopérable l'ensemble des produits, des solutions? En tout cas, en termes de maîtrise d'œuvre, c'est ce qu'on essaye, enfin, du moins sur le papier, parce que nous, on est plus théorique. Hein. On suit les recommandations des fabricants, les fiches techniques. Donc, sur le papier, je dirais que c'est interopérable. Après, sur le terrain, puisqu'on fait quand même un peu de suivi de chantier, donc on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques soucis, voilà, d'interopérabilité entre produits. Mais je pense qu'il en parlera mieux que moi. Oui, sur le papier, ça marche. Sur le papier, ça marche super bien. Après, effectivement, oui, on se rend compte, arrivé sur le terrain, qu'il peut y avoir des difficultés. Alors, je te rassure, il y a 30 ans en arrière, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, moi, j'y étais pas il y a 30 ans. Donc... Je suis désolé. Et j'ai l'impression que c'est toujours compliqué aujourd'hui, quand même. Donc, l'évolution met un peu de temps. Non, ça peut être compliqué, et c'est là où l'intégrateur a tout son rôle à jouer, c'est qu'on est à même de trouver des solutions. On a une expérience terrain, on a une veille technologique qui est importante, et effectivement, on peut se retrouver face à des systèmes qui sont compliqués à mettre en œuvre. Après, c'est notre job. C'est-à-dire que ça soit compliqué pour nous, c'est presque, par essence, c'est notre métier. Donc, par contre, il faut toujours se dire que si c'est compliqué pour nous, ça doit être simple pour le client. Parce que si à un moment, l'exploitant a une usine à gaz devant lui, ou des écrans qu'il ne comprend pas, des retours d'informations qu'il ne comprend pas, il va très très vite mettre de côté son système. Et le problème, il va être là. Hein. Le début du problème d'un bâtiment, il va être l'exploitation au quotidien. Si l'exploitation est compliquée, on n'y arrive pas. Ils ont parlé. On vous laisse la parole. Des questions? Oui, bonjour. Mathias Soulier, donc Bâti Elec Expert. Je suis un bureau d'études d'ingénierie, Elec, HVAC, et aussi fait un peu domotique, mais moins que toi, Daniel. Je suis plutôt du monde un peu industriel. Donc ces problématiques, je les comprends un peu. Moi, mon retour d'expérience, c'est quoi? C'est que la partie domotique, donc tout ce qui est KNX, en fait, c'est pas encore très reconnu. C'est-à-dire, ça démarre dès le début avec les contrats d'assurance. Déjà, quand on ouvre le contrat d'assurance, pour savoir si on est assuré en automatisme, c'est pas évident. Donc, il faut interroger l'assureur. Et après, derrière, par exemple, si on rencontre un architecte, il va nous dire la GTB, on la met où? On la met l'ELEC, la HVAC, on ne sait pas trop. Et en fait, la grosse problématique de la GTB, moi je le vois comme ça, c'est que si ce lot n'est pas sorti, si c'est pas un lot à part de l'ELEC HVAC, il sera maltraité. Et le REC, c'est encore plus si on veut aller au fond des choses. S'il y a 100 000 euros en gros de domotique, il y a 20% de matériel et 80% de main-d'œuvre. Oui, bon, ça varie un peu. Mais malheureusement, souvent, il est au lot courant fort ou HVAC. Et c'est le lot à la fin où il n'y a pas de sous. Et si le bureau d'études en conception n'a pas dit le nombre de points, n'a pas fait l'architecture, n'a pas poussé, c'est le lot qui est un peu sacrifié. Voilà. Bon, je voulais partager un peu mon retour, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel. Juste, tu parlais d'assurance, tu parles de l'assurance par rapport à ton activité. Oui. L'assureur de ton activité, oui, d'accord. Moi, sur le contrat d'assurance, Oui. quand je pose la question, je suis assuré en quoi?
On voit CFO, HVAC. L'automatisme, il faut interroger l'assureur pour savoir vraiment. Voilà. Donc pour l'instant, les assurances n'ont pas identifié comme quoi l'automatisme GTB est vraiment une discipline à part. Donc c'est problématique. Hein. Et c'est peut-être là qu'il faut commencer. Il y a des assurances qui... moi, je me suis battu il y a 25 ans auprès de la CMA-BTP pour qu'ils créent un contrat là-dessus. En effet, aujourd'hui, il existe des contrats IMOTIC, Smart Building, GTB. Et ça, c'est important aussi bien pour les bureaux d'études que pour les intégrateurs d'être bien assurés. Parce que même si vous êtes assuré pour faire des installations électriques CF ou CF1, vous n'êtes pas assuré forcément pour la GTB et la domotique. Et en cas de problème, vous êtes responsable à titre personnel des problématiques qu'il pourrait y avoir sur un bâtiment. C'est un point intéressant. Et le dernier point, je pense, moi, il y a une grosse démarche à faire vers les architectes, les promoteurs. Par exemple, quand il faut un VFA, il y a le décret BAC qui existe, mais il y a encore des VFA qui sont faits sans automatisme, sans rien, alors qu'ils dépassent la puissance. Donc, en fait, il y a un manque de formation. Et je pense qu'il faut aller plus vers les promoteurs, les architectes en amont. Sinon, ils vont pas identifier le lot GTB. Ils vont appeler le courant fort. Vous faites la GTB, oui, mais le maître d'œuvre qui ne connaît pas, il va dire je fais, mais il ne sait pas, quoi. Donc en fait, l'intégrateur qui arrive derrière, bon courage, parce que souvent il prend tout ce qui n'a pas été fait au début, en fait il récupère, quoi. Voilà, bon, c'était mon partage, Olivier. Voilà. Moi, je voudrais juste répondre un petit peu à ta première remarque, là, en tout cas sur la partie lot GTB, puisqu'on a essayé quand même de sortir des lots GTB. Et la problématique qu'on a dans les lots GTB, indifféremment des lots CVC ou des lots ELEC, c'est la partie installation de ce matériel-là. Quand la partie installation est égale ou légèrement inférieure à la partie intégration de la GTB, même en lançant des lots GTB, ce sont les gens qui font de l'installation CVC ou ELEC qui récupèrent le lot GTB à leur compte. Donc finalement, on se retrouve à avoir créé des lots GTB pour que des CVCistes ou des électriciens prennent le lot. Donc l'intérêt, du coup, il devient limité. Voilà. Et je t'assure, hein, on a fait des lots GTB. Et finalement, c'est un installateur CVC qui a pris le lot GTB. Donc, voilà, il y a quand même certaines limites à cette lot GTB de cette expérience-là que j'ai vue. Et notamment, je vois la limite quand il y a l'installation qui est la prédominance en termes d'hydraulique, quand il faut mettre des sondes de thermique, l'intégrateur, c'est pas son travail. Quand il faut poser des compteurs électriques, voilà. Donc la difficulté, elle est un peu ici. En industrie, on n'a pas le souci parce qu'en industrie, il y a un lot qui est à part. L'entreprise qui répond va prévoir 1000 points. Il va faire son prix sur 1000 points. Il y en a 2000, il augmentera. Donc à l'industrie, il y a un lot à part. Toi, tu travailles dans le nucléaire et dans les data centers, par exemple, je le sais. Le décret BAX, ça ne s'applique pas. Non, parce qu'on est sur l'architecture cyber, sur l'industriel, quoi, sur les gammes HTDR ou Siemens. On est sur autre chose. Voilà, donc c'est pas la même chose. Et après, j'avais une dernière question, parce que j'ai souvent le cas, c'est que tout le monde en rajoute des bornes de charge en ce moment, de partout. Et en fait, à chaque fois, on me dit c'est pas trop possible, mais moi, je pense qu'il faut obligatoirement réguler les bornes de charge avec la consommation du bâtiment. Est-ce que en intégrateur, est-ce que vous avez un retour? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Parce que pour moi, il le faut à 100%, parce qu'il n'y a pas assez de puissance électrique et on empile les bornes de charge. Et est-ce que le KNX, en gros, régule bien ça? Alors, il n'y a pas de souci, parce que le KNX en soi, c'est interopérable avec d'autres protocoles. Donc, en fait, si on a des bornes qui sont en mode bus ou autre, il n'y a pas de souci. On peut faire de la régule. On a des produits qui peuvent faire de la régule. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, effectivement, oui, c'est des choses qui sont demandées parce que les clients n'ont pas forcément envie d'avoir des tarifs jaunes ou verts surdimensionnés et qu'à un moment, c'est pas magique. Donc, le but, oui, ça va être de réguler. Parce que si on a une voiture qui charge, bien sûr, elle peut charger pleine puissance. Si on a des dizaines de voitures qui chargent, on va peut-être un peu limiter pour éviter de faire péter déjà les consommations et au-delà de ça d'avoir des abonnements qui soient surdimensionnés juste pour les bornes de charge. Après, pour revenir au lot GTB, pour moi, le lot GTB qui doit être sorti, c'est vraiment la partie en fait paramétrage, c'est la partie aide à la conception en fait dès le départ du projet pour pouvoir expliquer ce qu'il y a besoin et pour pouvoir mettre entre guillemets un peu la liste de matériel chez chaque lot, que ce soit le lot CVC, le lot ELEC, expliquer qui câble quoi. Quand on a de l'ombrage sur des façades, là on a un peu affaire à des menuisiers qui ont pas forcément l'habitude ni de programmer ce type de système, ni de réguler et de faire de l'ombrage sur des façades.
façade, l'ombrage qui peut quand même grandement aider l'OCVC à faire de la régulation thermique dans le bâtiment. Donc à un moment, il faut que chacun fasse son job, que l'électricien pose les produits électriques, que le lot CVC pose ses produits CVC et que l'intégrateur soit là dès le départ pour expliquer le périmètre de chacun et qu'on puisse avoir un paramétrage à la fin qui tient la route et que tout soit installé correctement. Oui, alors le problème qu'on rencontre réellement, c'est qu'on n'a pas suffisamment de poids dans un projet. L'intégrateur aujourd'hui n'a pas de poids et il faudrait que le maître d'ouvrage, les bureaux d'études nous donnent suffisamment de poids pour imposer aux autres lots des poses particulières, des mises en œuvre particulières telles qu'on les attend pour pouvoir déployer et faire ce qu'il faut, je pense. Je peux rebondir sur ta réflexion tout à l'heure de dire il faut aller vers les architectes pour leur expliquer à quoi ça sert et faire en sorte qu'ils le préconisent. Mais l'architecte, majoritairement, il dessine, il fait un beau bâtiment. Par contre, la partie technique, il s'en cogne. La majorité du temps, c'est pas son plus gros problème. Par contre, le bureau d'études, c'est lui qui techniquement va dire il faut mettre en place telle ou telle solution. Et c'est au bureau d'études à un moment de pousser les choses et de dire à l'architecte de toute façon votre bâtiment vous n'avez pas le choix. C'est GTB, c'est un lot, c'est comme ça que ça doit se faire. Et théoriquement ça c'est le rôle des bureaux d'études. Mais l'architecte, il a des habitudes depuis 20 ou 30 ans de choisir des fois le même bureau d'études. Et des fois, le bureau d'études qu'il a depuis 20 ou 30 ans, il n'a pas les compétences en GTB. On est tout à fait d'accord. Et c'est là où il faut aller vers les bureaux d'études, aller leur parler de manière globale et de leur expliquer en fait qu'ils ont déjà du business à prendre. Parce qu'à un moment, c'est aussi une question de business. C'est-à-dire que plus ils vont évoluer, plus ils vont en rentrer aussi de leur côté. Donc il y a un vrai intérêt à ce qu'ils poussent ces solutions-là, mais qu'ils acceptent ou qu'ils l'acceptent pas. De toute façon, il y a des réglementations, donc il faut y aller. Ils ont pas le choix. Et les architectes, en soi, s'ils ont cette habitude depuis 30 ans à bosser comme ça, eh ben, c'est presque leur problème, mais ils vont pas s'asseoir sur les réglementations. Tu voulais intervenir, vas-y. Oui, c'était juste la question sur effectivement les bureaux d'études, c'est que quel axe existe aujourd'hui pour les faire monter en compétences, parce que c'est eux en fait qui vont gérer la conception du bâtiment. Donc il faut que eux ils soient à la pointe de technologie aujourd'hui. Et on voit tous des CCTP qui sont en manque de précision là-dessus. Alors, je vais défendre un petit peu les bureaux d'études dans le sens où les bureaux d'études aujourd'hui montent en compétences malgré tout. Les gros bureaux d'études ont intégré des systèmes qualité de service qui permettent de donner la bonne information dans les agences, par exemple, quand on parle des bureaux d'études nationaux. Les petits bureaux d'études, généralement, quand ils s'intéressent à ça, ils ont des gens compétents. La problématique qu'on peut avoir quand on est petit bureau d'études, c'est garder la compétence. Parce que si on commence à se développer, des gens, ils ne restent pas forcément. Il y a un turnover. On est dans la génération Z, je crois, où ils changent d'avis du jour au lendemain. Donc voilà, on a ce problème. Et je pense que c'est aussi chez les installateurs en CVC ou en ELEC, où ils n'arrivent pas à trouver la compétence. Le vrai problème, c'est comment arriver à positionner l'intégrateur et garantir le bon fonctionnement des installations. Aujourd'hui, légalement, on n'a aucune reconnaissance. Donc ça, c'est le rôle des syndicats. Je me tourne vers Mister qui démarre un syndicat. Donc c'est au syndicat à porter ce sujet et arriver à trouver la place de l'intégrateur au sein d'un projet tel qu'on les fait en France. Non, tout simplement, aujourd'hui, on parle d'un métier d'intégration qui est un métier jeune dans l'univers du bâtiment. Le bâtiment, c'est des milliers d'années d'existence. L'homme construit depuis qu'il a besoin d'avoir un toit sur la tête. Nous arrivons dans une corporation qui existe déjà et bouger les murs, c'est compliqué, mais là on voit que déjà avec 3 personnes qui discutent, on peut arriver à avancer et faire évoluer. Et j'espère qu'on va arriver à pouvoir se regrouper et à faire défendre notre valeur et notre savoir-faire comme métier en étant intégrateur. Voilà. Donc, premièrement, juste pour répondre à ça, je donne un petit peu l'expérience de mon pays d'origine. T'es pas espagnol à première vue. Voilà. En fait, les intégrateurs font former les bureaux d'études dans la formation professionnelle continue pour les bureaux d'études. Donc, RIBA, et aussi pour tout ce qui est ingénieur
ils ont une obligation de faire une formation continue professionnelle annuelle pour maintenir la formation, la qualification. Les bureaux d'études, tu parles. Les bureaux d'études. Je sais que ça existe pour les architectes en France. Oui, les architectes D'accord. et les bureaux d'études. D'accord. Ok. Donc, ils sont obligés de faire une formation continue et il y a des entreprises d'intégration qui ont un service de formation des journées, d'expliquer qu'est-ce que c'est un GTB, qu'est-ce que c'est le KNX, qu'est-ce que c'est la domotique, pourquoi on a des protocoles différents. On parle de structures assez imposantes. En France, les intégrateurs, ils sont pas très gros. Je ne parle pas des gros intégrateurs comme SNEF, Eiffage et autres, mais quand on va dans la salle, il y a plus de petits intégrateurs, 2, 3, 4, jusqu'à 10 personnes, que de grosses structures, quoi. Oui, Donc, mais ça, c'est les petits aussi. Des petits aussi, Oui, d'accord. c'est les petits que j'ai fait la formation KNX avec. Au Royaume-Uni, à la on est base. d'accord. Hein. Oui, au Royaume-Uni, à la Ok. base, oui. Donc, c'est intéressant. Ils ont fait comme ça. Ils ont fait une journée payante. Ça passe aussi avec CEDIA. Donc, c'est l'association de CEDIA. Ma deuxième point, parce que c'était la question que j'avais d'origine, c'est on a parlé du coût de la GTB, mais on n'a pas parlé du financement de la GTB. Donc, est-ce que les clients, les exploitants, ils demandent comment on peut financer, de faire les économies d'énergie? On a des transitions des aides, on a des fameux certificats, on a des fonds pour faire des économies, on a des prêts taux favorables. C'est à qui le rôle de parler de tout ce financement pour les travaux que nous, on peut le faire en GTB? C'est le bureau d'études, c'est la banque, c'est les intégrateurs. Pour avoir été sollicité sur des sujets comme ça, on se rend compte que ça dépend de la relation qu'a le client avec l'acteur. Ça peut être le bureau d'études, ça peut être l'intégrateur, ça peut être sa banque. Qui lui demande d'aller dans ce sens-là. C'est compliqué. Après, tout ce qui est certificat C2E, aujourd'hui en France, notamment dans le sud de la France, pas très intéressant. D'ailleurs, aujourd'hui, les financements, Olivier, peut-être que tu peux me le confirmer, je crois que c'est quasiment terminé, les financements des GTB. Enfin, c'est toujours en cours, mais c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, par rapport aux contraintes qui sont demandées derrière de vérification. Vraiment, les aides C2E sont très minimes et ça génère beaucoup plus de contraintes derrière en plus pour le client final que ce qu'il gagne. Donc vraiment, c'est des choses qu'on est... L'aspect financier pour pouvoir investir auprès du client, c'est pas forcément, il faut pas que ce soit le premier facteur. Parce qu'aujourd'hui, les aides, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il faut travailler sur le niveau de service et les économies d'énergie qu'on va lui faire réaliser. C'est ce qui est complexe parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie démarche du maître d'ouvrage, faire une étude énergétique du bâtiment, savoir comment son bâtiment se comporte. On verra tout à l'heure avec l'IA, je pense, des solutions et la gestion de data, qu'on peut aller sur des choses plus intéressantes. Mais c'est ça, aujourd'hui, financer avec des aides la GTB, c'est compliqué. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est compliqué. Oui, pas que les aides, mais les financements qui sont mis, par exemple, BPA France, il y a des finances qui existent pour les banques qui accompagnent les entreprises dans la transition énergétique. Donc, est-ce que c'est à nous ou est-ce que ça... Ah, c'est suivant la relation que tu as avec le client et le client, quelle relation il a avec l'acteur qu'il a en face de lui, en fait. Hein. Des fois, c'est l'installateur de CVC qui est son interlocuteur. Mais je pense qu'on a un rôle, nous, en tant qu'intégrateur, dans ce monde-là, pour accompagner, au même titre qu'on est le rôle central dans la projection d'un projet, dans la suite des installations, on peut être... Mais il faut que chacun veuille le porter, quoi. Aujourd'hui, c'est pas écrit. Et je reviens sur ça aussi, on a l'obligation de faire des audits dans des années à suivre après l'installation de la GTB. J'ai entendu, il y a des valeurs qui sont données sur les économies qu'on a fait et qu'il y a les contrats. Il y a des entreprises qui font des contrats avec le paiement basé sur les économies réalisées. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose qui est bien développé? Est-ce que c'est quelque chose que les petits intégrateurs font ou c'est que des grandes boîtes qui font ça? La connaissance que j'ai, c'est que les contrats qui sont liés aux économies d'énergie, aujourd'hui, c'est porté par des grands groupes. Parce qu'ils ont la capacité de pouvoir porter ça, parce qu'il y a un vrai risque, mais en même temps, ce risque, ils le minimisent en imposant
aux utilisateurs du bâtiment des contraintes de fonctionnement qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde. Et ça, c'est un autre problème, c'est plutôt un problème RSE au sein des entreprises et de l'ARH des entreprises, parce que imposer à des gens une température de 19 degrés, quand chacun a sa propre notion et sensation de chaleur, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, nous intégrateurs, je ne pense pas qu'on ait intérêt à aller sur ce type de procédé. Et surtout, ça voudrait prendre un risque assez important, parce que pour garantir les économies d'énergie, il faut y aller. Alors les 2 premières années, peut-être, on va les faire. La 3e année et 4e année, ça va être autre chose, quoi. Et ces contrats sont faits sur 4, 5, 6, 7, 10 ans. Donc c'est plus compliqué. C'est des contrats CPE, en fait, des contrats de performance énergétique, qui sont souvent établis avec des organismes publics, armée de terre, voilà, tout ce qui peut être public. Et là, effectivement, il y a peut-être une facilité plus importante pour arriver, mais comme le dit Daniel, c'est souvent l'exploitant final qui régit les règles d'exploitation. Donc lui, il faut qu'il ait un intérêt, et cet intérêt-là, effectivement, c'est d'imposer son exploitation. Donc même, je pense que le bureau d'études, il est même limité, il l'intéresse encore plus là-dedans, dans ce style de contrat. Merci, messieurs. Merci à vous.